C'est parti. Je suis ton mari. Est-ce qu'on peut se concentrer 5 minutes avant de lancer cet épisode plein de... Il est 22h, c'est parti. De galéjade. C'est parti. T'as vraiment dit galéjade ? J'ai dit galéjade. Bonjour et bienvenue à toi qui écoutes ce nouvel épisode d'Histoire de couple. Je suis Clémence, je suis la rédactrice en chef du magazine Rocky et régulièrement, je reçois des couples pour qu'ils me parlent d'eux et de leur histoire. Comment se sont-ils ou elles rencontrés ? À quoi ressemble leur quotidien ? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre ? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Épisode un peu spécial d'ailleurs, puisqu'il a lieu dans mon salon, avec en face de moi, Teddy, mon mari. Merci d'être là. Salut Clem. Ça fait au moins 5 minutes qu'on s'était pas vus. Bon, donc ça va être un peu spécial cet épisode, puisqu'on a décidé en fait de faire juste une conversation, tous les deux. Et voilà, c'est la première fois que c'est une histoire de couple à 2 personnes et non pas à 3 ou 4 comme avant. J'espère que ça va être intéressant, c'est un peu un test. Voilà. J'espère aussi. Alors, en fait, je voulais qu'on fasse cet épisode avec Teddy parce qu'on est ensemble depuis bientôt 10 ans. Hein, aïe, aïe, aïe. Et qu'on a 28 ans tous les deux et qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de couples dans notre configuration, s'être rencontrés vraiment au tout début de leurs études supérieures, juste après le bac. Et voilà, on avait des choses à dire sur le sujet. Mais avant de commencer, je voulais peut-être que tu te présentes pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour, moi je m'appelle Teddy, j'ai 28 ans. Je suis marié à Clémence depuis bientôt 1 an. Oui. Et je travaille à Paris, je gère des projets de transformation dans le numérique pour un grand groupe français. Peut-être qu'on peut commencer par le tout début. La première fois où on s'est vus ? Ouais, la première fois que j'ai vu Teddy, il était en train de changer de chaussettes. Et oui, parce qu'on s'est rencontrés pendant notre BAFA chez les scouts. Il pleuvait, il faisait un temps affreux, on était tout le temps tout mouillés. Oui, je devais probablement changer de chaussettes au milieu de la journée après avoir couru dans l'herbe mouillée. Voilà, et pendant ce BAFA, on s'est retrouvés dans la même équipe. C'était un peu le hasard. Et en fait, il y a eu plein de petits hasards comme ça toute la semaine qui ont fait qu'on a passé de plus en plus de temps ensemble, même si on essayait l'un l'autre de faire style... De se voiler la face. Oui, de se voiler la face, mais on était de plus en plus l'un à côté de l'autre tout le temps, au repas, pendant les activités, enfin vraiment tout le temps. Et moi, pendant ce BAFA, je me rappelle que j'avais été vraiment marquée par ton calme et ton sens de la diplomatie et la manière dont tu réussissais à gérer les petits conflits qu'il pouvait y avoir au sein de l'équipe sur l'organisation d'une veillée, par exemple, où vraiment, très vite, tu prenais les choses en main. Et c'est ça qui m'avait plu. Moi, je t'avais trouvé très maline. Donc, on avait organisé pas mal de choses ensemble. On n'avait pas forcément une équipe très efficace, mais tu m'avais paru brillante et très charismatique. Il faut dire qu'à la fin de ce stage BAFA, Clémence jouait une pièce de théâtre. Elle était déguisée en poule. Ah, ça y est, ça balance du dossier. Et je crois que c'est là que je suis tombé amoureux. Et moi, j'étais sur scène. Alors, je tiens à préciser que c'était une poule savante, d'abord. Donc, pas n'importe quelle poule. Elle connaissait le théorème de Thalès et de Pythagore et plusieurs décimales de pi. Donc, vraiment, c'était de la poule solide. Et je me rappelle que j'étais sur scène donc avec mon costume de poule et en train de faire côte-côte. Et je voyais Teddy assis en face, dans l'escalier qui servait de gradin. Et je voyais ses yeux brillants qui étaient fixés sur moi. Et je me suis dit, ah, il se passe un truc là. Ouais, j'étais hypnotisé. Et du coup, après ce spectacle de la poule, on a fait une nuit blanche, globalement, qu'on a passé à discuter tous les deux. Et moi, c'est vraiment là que je me suis dit, en fait, ça colle vraiment hyper bien entre nous. On a une vision de la vie qui est à la fois proche et en même temps suffisamment différente pour que ce soit intéressant d'en parler et d'échanger ensemble. Et j'avais envie que cette nuit ne s'arrête jamais et qu'on continue à avoir cette longue conversation tous les deux. Et ça a continué par texto après ce voyage-là. Moi, j'étais en couple à ce moment-là, donc j'ai rompu peu après avec ma copine. Et peut-être 2 semaines après, j'étais dans un train pour aller voir Clem à Lyon. Et oui, parce qu'au début, en fait, on n'était pas dans la même ville tous les deux. Non, on a passé beaucoup de temps à faire des allers-retours d'un bout à l'autre de la France, parce que quasiment pendant toute la durée de nos études, on n'habitait pas ensemble. Ouais, c'est ça, on a passé 4-5 ans à distance. Non, un peu moins, j'exagère. 3 ans et demi.
On a fait des allers-retours en fait. Oui, avec des périodes où on habitait au même endroit et d'autres périodes où on était à distance. Et c'est vrai qu'au début ça allait parce qu'on était en Rhône-Alpes, puis après moi je suis partie faire mes études à Paris, toi t'étais toujours en Rhône-Alpes, après t'as bougé à Tours. À Tours, c'était un peu plus près de Paris, c'était plus facile. Après je suis partie en Écosse non, ça c'était avant Tours. Je suis partie en Écosse faire un semestre d'échange, après toi t'es partie en Irlande, enfin on s'est un peu baladé. Mais ok, est-ce que tu te rappelles, pendant ces moments à distance, est-ce que toi ça t'a fait peur déjà d'avoir une relation à distance ou pas à ce moment-là? Non, je crois que je me suis jamais posé la question. On avait une relation qui était cool, en tout cas que moi j'appréciais beaucoup. On était à distance, c'était comme ça. On s'est retrouvés éparpillés, c'était le jeu des concours qu'on a passé après les prépas. Donc non, ça m'a jamais pesé particulièrement. Il faut dire qu'on faisait aussi beaucoup d'efforts pour se voir, pour s'appeler beaucoup. On a dépensé... On a fait fonctionner la SNCF pendant 4 ans. On se voyait un week-end sur 2, voire tous les week-ends. On s'appelait quasiment tous les jours. Donc, mine de rien... Moi, je dirais plutôt toutes les 3 semaines. Non, plus que ça. Tout à l'heure. Il y a une époque où j'étais même à Grenoble tous les week-ends pour venir te voir. On passait beaucoup de temps à discuter ensemble, en fait, même sans être physiquement présents l'un avec l'autre, que ce soit par texto, par coup de téléphone ou quand on se voyait. On s'appelait beaucoup. Oui. Aussi. Moi, je me souviens qu'on passait vraiment des heures au téléphone. Et on discutait beaucoup, on discute toujours beaucoup, j'ai l'impression. D'ailleurs, on est là un lundi soir dans notre salon à 22h à discuter. Et surtout, j'ai l'impression qu'on pouvait parler de plein de sujets qui n'avaient rien à voir forcément avec notre couple, ni avec ce qu'on vivait au quotidien. Ça pouvait être de la politique, de ce qu'on lisait à ce moment-là, de vraiment n'importe quoi. Et c'était très intéressant de finalement prendre le temps de discuter et de se découvrir un peu comme ça à distance. Je pense que ça a participé un peu à notre construction et au fait qu'on continue aujourd'hui à discuter de beaucoup de choses et à très vite arriver dans cette phase où on s'ouvre et on discute de choses assez profondes, ou en tout cas sur lesquelles on est assez vulnérable, et de s'ouvrir très vite à l'autre. Oui, on n'a pas forcément besoin d'être dans un contexte particulier, même si c'est sûr que ça aide, genre d'être en vacances ou d'être au resto ensemble, mais ça peut aussi arriver le soir quand on se retrouve dans le lit avant d'aller se coucher, en faisant la vaisselle, en rempotant des plantes, n'importe quoi. Truc d'adulte. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Teddy vient de jeter un regard à nos plantes qui ne veulent pas pousser. Mais on s'acharne. Il y a un truc quand même dont je voulais qu'on parle. C'est, est-ce que, donc ça fait bientôt 10 ans qu'on est ensemble, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu une prise de conscience pour te dire ah ouais, en fait, cette fille-là, je pense qu'on va rester un gros bout de la vie ensemble, ou pas? Avant le mariage, j'espère, parce que... Oui, avant le mariage, quand même. Je pense que c'est fait par étapes. J'arrive pas à identifier un gros déclic, mais j'arrive à identifier à peu près plusieurs phases et plusieurs états d'esprit dans lesquels j'étais. La première prise de conscience, je pense que c'est le BAFA et surtout les quelques camps ou projets de voyage qu'on a fait ensemble sur les 2-3 premières années, où je me suis rendu compte que tu étais vraiment quelqu'un de fiable et sur qui je pouvais me reposer pour n'importe quoi, qu'on pouvait très facilement monter n'importe quel projet ensemble, qu'on fonctionnait bien, on formait une très bonne équipe et que je pouvais compter sur toi sans me poser aucune question. Alors, juste pour... Déjà, merci. Et juste pour redonner du contexte, du coup, quand t'es chef scout, en fait, tu pars en camp, t'es une équipe de 4, 5, 6 jeunes adultes et t'encadres entre 20 et 35 enfants. Et nous, on a fait un peu toutes les tranches d'âge. On a eu des enfants genre les 8-11 ans, les 12-14, les 15-17. Enfin, on a un peu tout fait. Et du coup, c'est des moments très chouettes, mais qui sont aussi assez intenses, parce que avoir la responsabilité de garder en vie et de rendre heureux autant de petits, c'est effectivement pas simple. Et moi aussi, je me suis rendu compte qu'on fonctionnait bien ensemble, dans le sens où on était à la fois bon pour préparer la logistique du camp en amont. Moi, je te trouvais aussi très bon sur
le côté créatif d'imaginer des histoires, d'imaginer des jeux pour les enfants. Et un autre truc sur lequel tu es très bon, et ça marche pour les scouts, mais ça marche pour plein d'autres trucs dans la vie, c'est que tu gardes vraiment très bien ton calme, quelles que soient les situations stressantes. Et je me rappelle notamment d'un camp scout où tu avais géré une crise de spasmophilie d'une des guides. Et moi, vraiment, j'étais en PLS, j'étais en panique, j'étais mal physiquement, quoi, pour la guide qui avait du mal à respirer. Enfin, une crise de spasmophilie, ça peut être assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude. Et toi, vraiment, t'as réussi à la calmer, à l'emmener chez le médecin pour qu'on voit si c'était pas autre chose que ça. Enfin, et tout en gardant ton sang-froid, j'étais bluffée. Ouais, même si à l'intérieur, j'en menais pas large ce jour-là. C'est vrai? Ouais. Bah, c'est inquiétant. On n'en avait pas trop reparlé de comment tu l'avais vécu. Bon, et après, tout allait bien pour cette guide-là, mais... Ok. Pardon, du coup, je t'ai coupé, t'étais en train de dire... Donc ça, c'est le premier temps où tu dis on fonctionne bien ensemble. Ouais, où je me suis rendu compte qu'on formait une bonne équipe sur de la gestion de projet, sur des choses assez ponctuelles, finalement. Après, je dirais qu'il y a une deuxième phase quand t'es venu habiter quelques mois à Tours, chez moi. Je suis venu faire un stage dans un des châteaux de la Loire. Et toi, tu étais en deuxième année ? J'étais en deuxième année d'école de commerce, ouais. J'appréhendais un peu le passage de on est à distance et on se voit sur des périodes courtes ou pour des projets ponctuels à on est ensemble tous les jours. Et ça s'est très bien passé. Et plus que c'est bien passé, la qualité du temps qu'on avait ensemble était la même sur ce temps très étalé que sur des temps courts. Et du coup, j'étais le plus heureux. Et je me suis dit, si ça continue comme ça, continuons, il n'y a aucune question à se poser. Il faut qu'on continue, et tant que ça marche comme ça, continuons. Et ça ne s'est pas dégradé depuis. Même si on est repassé par des phases à distance jusqu'à habiter définitivement ensemble. Et quand tu dis que la qualité du temps était la même, je trouve qu'il y a quand même un truc qui a changé, enfin un gros truc quand même, c'est que quand on se voyait qu'un week-end, en fait, on n'avait pas de logistique ou de tâches ménagères à gérer. Bon, on cuisinait un peu ensemble, encore que quand on était chez nos parents, chez nos grands-parents, dans ma chambre étudiante à Paris et tout, on cuisinait pas trop. Mais sinon, on n'avait pas du tout... Enfin, tu vois, tu te soucies pas du ménage, tu te soucies pas des courses à faire. Donc, oui, sur le côté, en fait, c'était toujours aussi agréable de passer du temps ensemble et de faire des trucs ensemble, et c'était trop cool de pouvoir se réveiller tous les matins avec toi, s'endormir tous les soirs avec toi. Ça, c'était vraiment un truc qui me manquait quand j'étais à distance. Et en même temps, il y avait un nouveau truc qui était quand même de faire tourner un appart ensemble avec des habitudes un peu différentes. Bon, je pense que ça va, j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu de trucs un peu irréconciliables avec genre des niveaux de tolérance sur le ménage très différentes ou... Enfin, je sais pas, comment tu l'as vécu toi, cette période-là ? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Je pense qu'on n'accordait pas énormément d'importance aux tâches ménagères, on se les répartissait assez équitablement. Enfin, c'est mon impression, tu me diras si tu l'as vécu autrement. Non, ça va, je suis d'accord. Même s'il y a eu besoin de petits ajustements à certains moments, dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, non, le seul point de friction, je dirais que c'est qu'on était dans un studio et qu'on avait des rythmes de vie très différents. Toi, tu étais sur des horaires de bureau, moi j'étais étudiant et je faisais pas mal la fête, voire je travaillais la nuit avant les partiels. Et là, j'ai honte, mais je vais raconter une anecdote. Non, alors je vais plutôt la raconter moi, parce que si tu la racontes, ça fait un peu tortionnaire. Surtout que c'est toi qui as proposé. Oui, non. Il y a un soir où j'étais complètement à l'arrache pour réviser mes partiels. Clémence devait aller bosser le matin, il était déjà plus de minuit. Et j'avais une grosse réunion avec la chef de ma chef le lendemain. Bon. Et j'ai fini par aller réviser mes partiels dans la salle de bain, qui était la seule pièce que je pouvais allumer pour ne pas réveiller Clémence. Et l'endroit le plus confort que j'ai trouvé, c'est la baignoire. Et donc j'ai passé la nuit dans la baignoire avec mon oreiller à réviser mon partiel de compta, sûrement. Finance ? Un des deux. Voilà. Donc ouais, il y a eu ces petits trucs-là. Il y a eu aussi le fait que, comme toi, tu faisais campagne pour les listes de ton école pour être au bureau des sports, c'est ça ? Si je me trompe pas. Et que du coup, ça a impliqué d'être aussi pas mal mobilisé sur des soirées ou des événements.
et que du coup moi j'étais un peu extérieure à tout ça et moins dans l'ambiance étudiante, donc parfois j'étais là en mode mais je passe que 6 mois à Tours, il faudrait qu'on soit tout le temps ensemble, puis après j'essayais de me raisonner en mode non mais bon t'aides à sa vie aussi, c'est normal. Mais ça avait été un truc très difficile à surpasser. Mais effectivement j'ai trouvé que c'était assez fluide de vivre avec toi et que c'était même plus marrant quoi. Enfin genre étendre le linge toute seule c'est relou, mais si je peux l'étendre avec toi et discuter en même temps, ça devient tout de suite beaucoup plus cool. Est-ce que... Attends, donc du coup la prise de conscience, ouais, donc tu disais l'étape 2, donc là ça se passe bien ensemble, donc on vit ensemble, ça se passe bien, donc continuons, mais il n'y a pas vraiment un moment où tu t'es dit bon bah là c'est bon quoi, allons-y. Bah, c'est arrivé encore une fois en 2 étapes suivantes. Je dirais que la 3e étape, c'est qu'on s'est installés ensemble définitivement à Paris. Donc là, on s'est pacsé assez rapidement pour des raisons un peu et logistiques et fiscales. Disons-le. Et c'était l'occasion de faire une petite fête et de présenter nos familles. Et puis il s'est passé encore 1 ou 2 ans. Enfin, pour moi, c'était clair, et c'était clair pour moi que ça l'était pour Clémence, qu'on allait passer un long bout de nos vies ensemble. Et c'est là qu'on a décidé de se marier. Je suis un peu émue là, du coup. J'ai du mal à enchaîner. Moi, je dirais pas que j'ai eu une prise de conscience ou un déclic à un moment. Mais par contre, c'est vrai que au moment où tu m'as demandé en mariage, bon, on en avait déjà discuté ensemble avant, et je t'avais dit que moi j'avais plutôt envie de me marier avec toi, donc tu le savais quoi, c'était pas une surprise que je te dise oui. J'avais tâté le terrain. Ce qui est prudent, je le recommande. S'il y a parmi les auditeurs ou les auditrices des personnes qui veulent demander en mariage leur moitié. Mais moi en tout cas j'étais persuadée à ce moment-là déjà que tu étais la personne la plus importante de ma vie et que je voulais que tu le restes, et que donc j'allais tout faire pour organiser ma vie en fonction de toi et être présente pour toi et te faire passer avant le reste, et que c'était la même chose dans l'autre sens de ton côté. Et du coup le mariage... Parce que dit comme ça fait un peu la fille qui se sacrifie. Oui, c'est clair, mais je savais que c'était complètement réciproque et on en avait parlé, et du coup le mariage c'était juste une manière de formaliser cette promesse-là auprès de toi et auprès de tout notre entourage, et aussi de passer vraiment un très cool week-end. Oui, il y a un aspect engagement, et il y a aussi ce côté célébration de réunir tous les gens qu'on aime pour fêter ça avec nous. Exactement. Moi, alors il y a une autre question que je voulais te poser, c'est si t'as si t'as déjà eu peur justement de ce côté wow, on a 18, puis après on a 20 ans, puis après on a 22, puis 25, et en fait on va peut-être passer encore 60 ans de notre vie ensemble. Est-ce que c'est pas un peu vertigineux d'imaginer ça? Est-ce que ça t'a déjà fait peur? Tu as le droit de répondre honnêtement à cette question, car moi ça m'a déjà fait peur, et j'en parlerai juste après. Ok, alors je vais répondre encore une fois en essayant de découper notre relation en phases, parce que 10 ans c'est assez long, et enfin on évolue sur ces 10 ans. Au début je me posais aucune question, enfin c'était cool et on continuait tant qu'il y avait pas vraiment matière à se poser de questions. C'est ça, en mode au jour le jour? Oui. Enfin, c'est le début d'une relation, on se projette pas tout de suite très loin. Après, quand ça commençait à faire déjà 1 ou 2 ans, et que je voyais plutôt mes potes qui papillonnaient à droite à gauche plutôt que d'entrer dans des relations assez stables, là je me suis posé un peu la question de me dire, est-ce que je passe pas à côté de quelque chose, mais en les voyant vivre ça, en discutant un peu avec eux, je me suis rendu compte que pour eux c'était quelque part plus une source de souffrance que de bonheur, et que eux, leur aspiration c'était juste de se poser, ou d'avoir quelque chose d'un peu plus stable émotionnellement. Et nous, tout se passait très bien, il y avait vraiment rien qui pouvait me faire aller chercher autre chose ailleurs. Donc là la question s'est pas trop posée, et après les choses se sont installées et tout se passait bien, et j'ai jamais eu trop de raisons de me poser la question, jusqu'à ce qu'on ait des discussions un peu plus poussées à ce sujet-là, où on s'est un peu rassuré mutuellement en se disant que pour l'instant on n'avait pas tellement de matière à avoir peur, et que si un jour on trouvait un manque lié au fait d'avoir été ensemble pendant la majorité de notre vie, on renégocierait peut-être notre contrat d'exclusivité, ou on évoluerait peut-être vers
une autre forme de relation. Je peux te laisser prendre la suite si tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui. Avant de parler de cette notion de contrat et d'exclusivité qui est très intéressante et que je voudrais qu'on explore, je voulais juste revenir sur moi, le premier moment où j'ai eu un coup de flip, mais genre vraiment où j'ai réalisé ce qui était en train de se passer. Alors, je pense que je l'ai eu peut-être avant toi, mais alors ça faisait presque 1 an qu'on était ensemble. C'était le premier voyage qu'on faisait ensemble. On est parti à Rome, je sais pas si tu... Ah oui, je m'en souviens bien. Tu te souviens? Et un jour à Rome, on est allé visiter Ostie, qui est en fait un site archéologique à quelques kilomètres de Rome, assez facilement accessible en train, et dans lequel il reste un très beau théâtre et pas mal de maisons et de rues et tout. Et c'est un endroit que j'adore, où j'étais déjà allée avant d'y retourner avec toi. Et à un moment de cette journée, tu m'as dit, un peu sur le ton de la blague, mais en même temps assez sérieusement, un jour, on retournera à Ostie avec nos enfants. Et c'était clairement une blague à l'époque. Mais je ne l'ai pas pris 100% comme une blague. En fait, je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, on a 19 ans et on vient de parler peut-être d'avoir des enfants un jour ensemble, mais ça veut dire qu'il va se passer... plein de temps, et puis après encore plein de temps avec ses enfants, et vraiment c'était beaucoup pour moi, et tout à coup je me suis fait un peu une montagne de ça, quoi, comme si j'avais à seulement 10 mois de couple, tu vois, le poids d'un truc de plusieurs dizaines d'années, et j'ai vraiment flippé, et en fait je pense que tu as vu tout de suite que j'étais en train de flipper, parce qu'on... Oui, parce que Clémence grimace, ouais. Quand il y a quelque chose qui va pas, ça se voit très très vite. Alors c'est super, ça permet de désamorcer les choses assez rapidement. Et c'est un peu moins pratique dans un contexte professionnel, par exemple, où les gens voient tout de suite que je suis saoulée, par exemple, ou que voilà. Mais j'essaie de travailler là-dessus, n'est-ce pas? De travailler la poker face. Donc du coup, ouais, t'as vu tout de suite que ça allait pas, et en fait, on en a parlé, et on a désamorcé le truc tout de suite, et après, ça allait mieux. Et tu m'as dit un truc, tu m'as dit justement, en fait, pour l'instant, on est des petits amoureux, et c'est très bien, et on peut rester des petits amoureux très longtemps. C'est pas la peine de se coller une pression de c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie tout de suite. Et en fait, on n'est même jamais obligé de se la coller si il y a des couples qui veulent rester en mode... nous d'ailleurs, je pense que c'est un peu sage. T'es l'homme de ma vie aujourd'hui et j'espère que tu vas le rester le plus longtemps possible. Mais est-ce que tu vas être l'homme de toute ma vie? Ça, on verra. Je pourrais le dire qu'en mourant, tu vois, peut-être. Donc voilà, ça m'avait un peu détendu. Et sur cette histoire d'exclusivité, de si à un moment on ressent un manque, on peut renégocier notre contrat, je me rappelle très bien de cette première conversation qu'on avait eue sur le sujet. Je pense qu'on était déjà installés à Paris, donc ça devait faire peut-être 5-6 ans qu'on était ensemble. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Peut-être 6 ans. On avait déjà eu des discussions à ce sujet-là avant. Ah ouais? En Irlande notamment. Ok. Je me rappelle de celle-là en tout cas, qui venait dans un moment un peu particulier de ma vie. Je sais pas si je le raconte, mais bon, tu me diras peut-être sinon on coupe. Mais où en fait j'avais un peu un crush sur un autre mec, et c'était c'était la première fois que j'avais vraiment un crush de cette intensité sur une personne réelle qui n'était pas Teddy depuis que j'étais en couple avec toi. Et en fait ça m'a fait paniquer en mode mais si je suis un peu attirée par cette autre personne, est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il y a un truc qui va pas dans ma relation actuelle, ou est-ce que c'est grave, est-ce que c'est une trahison envers Teddy, et en même temps j'avais pas envie de t'en parler parce que j'étais là, si ça se trouve ça va te blesser, et en fait j'ai pas envie de te blesser parce que j'ai envie que tu sois heureux. Et du coup j'ai un peu gardé ça pour moi pendant plusieurs semaines, je pense. Jusqu'à ce que ça moisisse. Jusqu'à ce que ça moisisse bien tranquillement dans mon cerveau et que je commence à être vraiment pas bien, et que là tu le vois et que tu me dises en fait vas-y, raconte-moi ce qui se passe, parce que je préfère que tu me le dises plutôt que tu dises rien et que tu restes avec ton moisi dans le cerveau, c'est pas très intéressant. Et en fait donc je t'ai raconté ce crush que j'avais pour quelqu'un d'autre, et en fait ce que tu m'as dit m'a fait tellement de bien, il m'a fait vraiment réaliser en fait pourquoi je t'aimais. J'étais là, mais waouh, il réagit comme ça. Ok, c'est pour ça en fait que je suis avec cette personne. C'est parce que il est capable de prendre hyper calmement cette info-là, de
pas... Enfin, je sais pas si on peut en reparler d'ailleurs. Est-ce que tu t'es senti menacée à ce moment-là quand je te dis ça? Je me souviens absolument plus de ce moment. Ce qui montre le niveau de l'impact nul, en fait, que ce que ça a eu sur toi. Moi qui étais là en mode je vais le blesser et tout. En fait, t'as pris vachement de recul et tu m'as dit bon, bah, c'est normal de ressentir des trucs pour d'autres personnes un peu de temps en temps. Moi, je veux pas que tu restes avec moi parce que t'as pas le choix ou parce que tu te sens obligé d'être avec moi. Je veux que tu restes avec moi parce que chaque jour, tu fais le choix d'être avec moi et c'est beaucoup plus valorisant pour moi. Oui, je m'en souviens maintenant. Et du coup, en fait, cette réaction-là, moi, ça m'a fait vraiment réaliser pourquoi j'étais avec toi. Et c'est suite à cette discussion qu'on en a parlé et qu'on s'est dit, si un jour il y a un manque d'un côté ou de l'autre ou une frustration de pas avoir vécu d'autres histoires ou d'autres relations sexuelles, puisque c'est aussi une part peut-être potentiellement d'un manque qu'on ressentira un jour ou l'autre, on peut en parler et discuter de quel est le fonctionnement de notre relation, comment on fait évoluer ça. Voilà, quelles sont les règles, est-ce qu'il y a des règles, est-ce qu'il n'y a pas de règles. Parce qu'en fait, quand tu te maries, tu jures fidélité à l'autre. En soi. Je sais même pas. C'est peut-être juste quand tu te maries à l'église, non? Ouais, à la mairie, non? Tu jures juste de partager tes dettes et d'élever tes enfants, un truc comme ça. À la mairie, c'est tout. Ouais. Mais bref, en fait, ça dépend de ce que tu mets derrière la fidélité, quoi. Et pour moi, c'est plus une fidélité qui est émotionnelle. Oui. Émotionnelle et morale et l'engagement que tu prends vis-à-vis du couple ou du bateau dans lequel tu es tous les 2 ou 3 ou 4 avec le temps. Ok, est-ce que tu parles de futurs enfants ou est-ce que tu parles de trouble? Non, c'était plutôt les enfants. Ok, mais ça se marier à 3 ou 4, c'est pas encore possible. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. Ok, je sais plus du tout ce qu'on disait. Oui, donc la prise de conscience, donc cette conversation-là, voilà, on se dit, si à un moment on souffre, on pourra aller voir ailleurs. C'est une très bonne manière de faire une transition avec une question que je pose de manière régulière à mes invités dans le podcast sur comment est-ce que leur vie sexuelle a changé depuis le début de leur relation. Est-ce qu'elle a changé? Comment elle a changé? Donc voilà, c'est très bizarre d'avoir cette conversation avec 2 micros entre nous parce qu'on en parle quand même ensemble beaucoup. On en parle beaucoup. Mais rarement avec une table et 2 micros entre nous. Elle a forcément beaucoup évolué parce que, comme tu l'as dit, on s'est rencontrés à 18 ans. On était assez peu expérimentés sur le sujet, tous les deux. On n'avait pas eu des dizaines de partenaires. Et je pense qu'on s'est un peu lancé dans notre vie sexuelle avec beaucoup de curiosité, très peu d'a priori et beaucoup de communication entre nous. Et ça a permis quelque part de la construire ensemble, en fait, petit à petit. Voilà, sur la partie évolution. On en parle assez ouvertement. Enfin, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'on a assez vite su dire à l'autre... Ça va, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait pour ce qui va pas? Oui, parce qu'il y a une bonne démarche en général pour tout, pas que pour la sexualité. On essaye et on revient sur ce qui a marché ou pas et on adapte, on itère, on est agile. Est-ce que tu viens vraiment de parler de la méthode agile pour qualifier notre sexualité? Clairement. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer ce podcast. Okay, tu pourras couper cette partie-là. Non, j'adore, je garde, c'est drôle. Il y a un truc, quand même, quand tu es avec quelqu'un depuis 10 ans, surtout quand tu t'es rencontré jeune, enfin non, même pas forcément, peu importe, quand tu es avec quelqu'un depuis 10 ans, a priori, en termes de nouveauté, il n'y a pas trop ce petit frisson de découvrir un nouveau corps que tu connais pas, une odeur que tu connais pas, des pratiques, des goûts, des ressentis, des sensations que tu connais pas. Est-ce que... Oui et non. Ah ouais, alors vas-y. Des ressentis, des sensations, tu peux en trouver des nouvelles. Tu veux trouver de la nouveauté dans plein de choses, sauf dans la personne qui est en face. Mais la personne qui est en face, elle va changer avec le temps. Tu veux dire qu'on va vieillir? Ouais, on vieillit, on se ramollit, tout ça. Il y a une très belle chanson de Ben Mazué qui dit on a pris quelques plis sur le corps. Exactement. On change d'environnement, on passe d'appart où on est dans une chambre d'un appart qui n'est pas à nous à chez nous, donc ça change déjà
pas mal avec de choses. 3 pièces. Et oui, grand succès par rapport au studio. Et je pense qu'on peut trouver de la nouveauté dans plein d'autres choses en fait. Et la nouveauté, c'est pas forcément la panacée. C'est bien, il y a des gens qui cherchent toujours la nouveauté, mais c'est pas non plus la réponse à tout. Et j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui est déjà très satisfaisant, qu'on continue à l'améliorer et qui génère, en tout cas, de mon côté, ni manque ni frustration, qui fait que j'aurais envie d'aller chercher quelque chose de quelque chose de nouveau, en tout cas pour l'instant. Ok, alors je mets les pieds dans le plat, mais c'est mon rôle dans cette conversation. Il y a quand même un truc sur la nouveauté qui est, je pense, lié au désir et à la libido. Enfin, il y a 2 trucs. Donc, il y a le désir et la libido. Est-ce que c'est facile de désirer la même personne pendant 10 ans? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est que, en fait, quand on était à distance au début, on se voyait pas pendant 1 semaine, 2 semaines. Et après, quand on se retrouvait, on était ensemble pour 2 jours, 3 jours. Et du coup, c'est vraiment un moment qui est très chargé en intensité érotique, si je puis dire. Et après, tu as de l'absence qui va créer le désir et le manque. Mais c'est vrai que depuis qu'on vit ensemble, tu as moins ce côté, l'absence et ce côté, en fait, c'est maintenant ou jamais, parce qu'après, on va être séparés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Qui fait que... Tu as plus ce côté urgence, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça, je pense que c'est vraiment un gros changement sur les 10 ans. Et moi, par moment, ça m'a un peu questionné, tu vois. Surtout qu'il y a un peu ce truc des stats débiles que t'entends sur oui, c'est alors 2 rapports par semaine, sinon vous êtes pas normaux. Enfin, même si j'y crois pas, tu vois, t'es quand même baigné un peu dans ce truc-là où moi, je me retrouvais un peu à compter, à me dire attends, ça fait longtemps, non, je sais plus. Et ça me saoule d'avoir ce fonctionnement-là, mais n'empêche qu'il a été là par moment. Là, ça va mieux. J'ai un peu bossé dessus. On en a parlé. Non, je sais pas. Toi, c'est pas un truc qui t'a frustré de passer de ce côté urgence à intensité, tension érotique à en fait, on vit ensemble, donc on se voit nus potentiellement tous les jours. Je pense qu'il y a plein de facteurs. Il y a qu'on s'est mis à travailler et à être très pris en semaine, donc ça recrée un petit peu cet aspect-là où on est beaucoup moins disponible en semaine et on se retrouve un petit peu le week-end. Ça amène aussi un côté cool qui est de se dire on n'a plus besoin d'être pressé, on peut prendre du temps et dire on n'a rien fait d'autre de la journée, et c'est très bien et on a pris ce temps-là. C'est vrai. C'est un changement, mais que plus une évolution qu'une perte pour moi. Et on retrouve aussi ce côté-là de temps en temps quand on se voit pas pendant des périodes assez longues, qu'il y en a un qui voyage ou qu'on part en vacances chacun de notre côté. Des périodes assez longues. 2, 3, 4 jours. J'adore. Mais je pense exactement la même chose. Que je dis souvent que j'ai une autonomie en batterie loin de tête qui est faible de 48 heures. Donc... Les gens vont vraiment penser qu'on est très patignon, soit à moitié mignon, à moitié pathétique. Mais clairement, on est comme ça. Ok, cool. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le sujet de la vie sexuelle? On a déjà bien parlé, c'est cool. Mais sinon, j'ai une autre question. Vas-y. Qui est comment penses-tu avoir changé en 10 ans? Et quelle part a notre couple là-dedans, selon toi? Et c'est une question difficile. C'est une question qui est archi difficile parce qu'en 10 ans, entre 18 et 28 ans, on devient adulte et on se construit comme adulte. Donc forcément, je me suis construit comme adulte avec toi et toi avec moi. Ça me paraît super dur de délier la part qui est liée à toi ou pas et de se dire quel adulte je serais devenu si je t'avais pas rencontré. Moi, j'essaye souvent. Il y a un moment où j'essayais souvent cette question de me dire mais ça n'a pas de sens. Qui je suis sans toi, en fait? Qui je serais sans toi? Et j'en sais rien. Non, ce qui nous est arrivé, tu ne l'enlèveras pas, même si demain on se sépare. Tu seras la personne qui a vécu avec moi pendant 10 ans et tu commenceras à devenir quelqu'un d'autre, dévier de cette trajectoire, si on veut, à partir de là. Et
Enfin, je sais pas, je me pose pas trop la question dans ce terme de qui je serais. Après, de se dire comment j'ai évolué en 10 ans, je pense que je suis devenu un peu plus adulte sur plein de points, d'être plus organisé, de plus être last minute, d'improviser tout. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément les mêmes fonctionnements. J'ai l'impression d'être très calme ou beaucoup plus calme qu'avant. Alors je pense que j'étais déjà assez calme extérieurement, mais j'ai l'impression que tu étais très calme. Je dis, c'est un des trucs qui m'a séduit au BAFA. Tu parlais au téléphone avec une voix très calme, tu réglais les tensions en disant « Attendez, reprenons les choses par le début ». Tu étais vraiment très calme. Oui, mais en y repensant, j'ai l'impression, vu d'ici, que j'avais le cerveau ou l'intérieur, en tout cas, en ébullition en permanence. Bon, c'est peut-être la fin de l'adolescence, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression d'être beaucoup plus calme intérieurement aussi aujourd'hui. Mais ça n'a peut-être aucun sens. Si, enfin, moi je trouve que ça a du sens. Est-ce que ça a un truc à voir avec l'apaisement que tu ressens? Je suis sur la voie du yogi. Peut-être. Tu veux savoir comment moi je pense avoir changé en 10 ans? En fait, moi je pense que le plus gros changement, et je sais pas si effectivement c'est lié au fait de devenir adulte, trouver ma place dans le monde, trouver une carrière dans laquelle je me sens bien, mais c'est que en fait aujourd'hui j'ai beaucoup plus confiance en moi à 28 ans qu'à 18 ans, et sur tous les aspects de ma vie. J'ai confiance en mon intelligence, parce que t'arrêtes pas de me répéter depuis 10 ans que tu me trouves maligne, que ça tourne vite dans mon cerveau et que c'est agréable de discuter avec moi, donc c'est hyper valorisant. Je me sens belle. C'est vraiment un truc qui est venu avec le temps. Là aussi, l'adolescence, c'est pas forcément une période facile par rapport à ça, mais enfin, en tout cas, vraiment maintenant, je me sens belle grâce à ton regard, enfin dans ton regard, j'ai l'impression. Et là, vous ne pouvez pas le voir, chers auditeurs et auditrices, mais Teddy vient de me faire un mouvement de sourcil très drôle. Je balance. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, sur le côté confiance et ouais, le côté confiance en ma capacité à réussir les choses, parce que à chaque fois que j'avais peur, j'hésitais à faire un truc, je savais pas si j'en étais capable, est-ce que je fais ce changement de voie professionnelle, est-ce que je postule sur ce job, et à chaque fois tu me disais bah oui, t'en es capable, fais-le, viens, on le fait ensemble si tu veux, je relis ta lettre, je te donne des conseils, on en parle, mais tu peux y arriver. C'est assez dur en fait, comme en tant que partenaire, de voir quelqu'un qu'on estime énormément s'auto-censurer en permanence. T'as le sentiment que je m'auto-censure? Ouais, beaucoup. Ou que tu l'avais. Tu l'as de moins en moins. Je l'ai encore un peu, je pense. Mais ouais, ça c'est vraiment un truc que tu m'as apporté, que tu continues de m'apporter. Et au quotidien, je le vois, quoi. Ça a changé ma vie. Enfin, tu as changé ma vie de toute façon. Et ça a changé ma vie et d'autres aspects de ma vie, pas seulement ma vie personnelle. Et c'est rigolo parce qu'en parallèle, quand j'ai réfléchi et que je repense à mon moi de 18 ans, j'ai l'impression qu'à l'inverse, j'étais beaucoup plus sûr de moi et quasiment prétentieux. Et j'ai l'impression d'être devenu beaucoup plus humble avec le temps. On s'est retrouvés à mi-distance. C'est possible. Pourquoi on chuchote? Trop cool. Ok. C'est chouette, on a parlé de plein de trucs. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée avant les questions de la fin? Je ne sais plus. On n'a pas trop parlé de nos projets pour le futur. On a beaucoup parlé des 10 années qui se sont écoulées. On n'a pas parlé des 10 années à venir. Parce qu'il faut savoir que le jour de notre mariage, on a proposé aux gens qui le souhaitaient de faire ce qu'on appelle des capsules temporelles. Où, en gros, les gens écrivent un message pour nous, c'était dans 1 an et dans 10 ans. Et donc 2 messages différents. Et on les a mis dans des bocaux en verre en se disant, on les ouvrira. Et c'est hyper dur d'attendre pour les ouvrir. J'ai dû cacher les bocaux pour que Clem ne les ouvre pas. Je tiens à dire que nous sommes le 3 juin et que je ne les ai pas ouverts. Il reste donc encore 27 jours. 27 jours. Et après, 9 ans. Ça va être long. Mais donc, on a fait une capsule temporelle pour dans 10 ans. J'ai bien sûr très envie de savoir ce qu'il y a dedans. Mais j'aimerais bien savoir ce que toi, tu voudrais nous souhaiter pour
les 10 années à venir? Ou... Alors la première qui est plus théorique que pratique, c'est de continuer à être aussi heureux. Mais ensuite, comment on y arrive? Pour moi, ça serait vraiment de ne pas perdre cette capacité qu'on a à discuter, à apaiser enfin à très vite mettre les choses à plat avant que ça dégénère. Enfin, on s'est quasiment jamais disputé en 10 ans. Est-ce qu'on s'est dit... Oui, aussi, on a eu des micro-disputes. Enfin, on s'est jamais fait la tête plus de quelques heures en 10 ans. Même pas quelques heures. On est capable d'arriver à très vite mettre les choses à plat et à discuter, peut-être même à trop discuter, à trop partager sur ce qu'on ressent, je sais pas. Mais voilà, d'arriver à garder cette capacité à échanger pour mettre les choses à plat, ce qui potentiellement peut être nécessaire si on vient avoir des enfants. Ça fait partie aussi des choses que je nous souhaite pour les 10 années qui viennent. On verra à quelle échéance. Ça serait un beau nouveau projet à faire ensemble. Et enfin, de continuer à être des personnes différentes, parce que là, on s'est peut-être présenté sous un aspect très fusionnel, on pourrait dire, même si c'est affreux comme mot. Ah, très bonne question. Tu penses qu'on a un couple fusionnel? Non, justement, pas du tout. Je pense qu'on échange beaucoup, mais qu'on ne se considère pas comme un tout, qu'on se considère comme vraiment deux individus très différents. On a tous les deux nos activités à côté, on vit plein de choses qu'on vient ramener dans notre couple et sur lesquelles on échange. On fait pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes activités en dehors, les mêmes centres d'intérêt. C'est ça. Bon, on a des trucs en commun quand même. On a beaucoup de choses en commun, mais j'ai l'impression qu'on se construit plus en s'appuyant sur l'autre comme une aide que de construire autour de l'autre. C'est une distinction qui est peut-être subtile, mais qui est importante pour moi. Ouais. Après, voilà. Pour conclure sur la dernière chose que je nous souhaite, c'est d'arriver à cultiver cet aspect d'avoir une vie ou un jardin à soi hors du couple qui permettent de nourrir le couple. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est important d'être deux individus et de rester deux individus et de s'enrichir de la différence de l'autre. Mais je pense que c'est aussi important de partager des trucs. Et une des choses qui font que notre couple a bien fonctionné, fonctionnera bien, je l'espère, c'est qu'on a toujours partagé des trucs. Au début, c'était organiser des camps scouts ensemble et donc créer des imaginaires. Après, ça a pu être organiser des voyages, ça a pu être acheter un appart et chercher le bon appart ensemble. Ensuite, là en ce moment, c'est faire des jeux de rôle et des murder parties. Mais voilà, le fait de partager des petits projets, des moyens projets, des très grands projets, genre se reproduire, je pense que ça nourrit aussi. Voilà, et alors je dis ça, mais on peut très bien avoir d'autres grands projets qui n'impliquent pas de progéniture. Hein. C'est pas du tout une injonction à faire des enfants. Il y a plein d'autres manières de faire vivre son couple et de s'y épanouir. Je suis d'accord. Je disais pas que il faut rien faire ensemble. Je dis qu'il faut pas organiser sa vie et l'ensemble de ses aspirations de vie autour de l'autre. Que ça met quelque part trop d'enjeux, ça fait peser trop d'enjeux sur le couple et surtout sur l'autre. Ah ouais, ce côté je vais tout apporter, ton bonheur dépend de moi, donc c'est ça ? C'est ça. Ce qui est un peu contradictoire avec ce qu'on disait avant sur le côté l'autre est la priorité, on le fait passer avant tout. Du coup, comment expliquer la distinction ? Non, l'autre est la priorité au sens où on est là, quoi qu'il advienne, pour l'autre, si l'autre a besoin. Mais ça ne nous rend pas responsables du bonheur de l'autre. C'est chacun qui fait en sorte d'être heureux. Je peux t'aider à être heureux. L'autre est une ressource et pas un responsable de son bonheur ou de son malheur. Je vais de nouveau citer une chanson, mais cette fois de Debout sur le zinc, qui dit « Tu n'es qu'une attelle à mon bras ». Exactement, tu n'es pas mon bras. Ok, très bien. Eh bien, tu veux savoir ce que je nous souhaite, non ? Mais oui. Tu sais que j'ai pas réfléchi à la question. Tu n'as pas écrit pour mettre dans le petit bocal. Non, même pas. C'est vrai, on aurait pu faire ça. Bon. Moi, je nous souhaite de réussir à rester toujours connectés l'un à l'autre, même si la vie nous malmène ou nous éloigne ou nous fait prendre des chemins tortueux. Pour l'instant, il faut dire que on frime un peu là avec notre belle complicité, notre communication, mais on a aussi été dans un contexte quand même vraiment facile. Bon, à part le côté à distance où c'est vrai que ça peut être un peu fragilisant pour une relation, mais
en soi, enfin, je veux dire, on est en bonne santé tous les deux. On a des métiers qu'on aime bien et qui nous permettent de gagner correctement notre vie. On a une famille aimante, enfin 2 familles aimantes et qui nous soutiennent. Donc vraiment, tout va bien. Donc c'est aussi facile dans ces circonstances-là d'être heureux, quoi. C'est une chance. C'est une grande chance. Et j'espère que ça va continuer, qu'on va continuer à avoir de la chance. Mais si jamais on a un peu moins de chance, j'espère qu'on réussira à garder ce lien l'un à l'autre et cette attention à l'autre, au fil du temps. Je nous le souhaite aussi. Super. Et j'ai une dernière question, du coup, qui est, à ton avis, est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui t'inspire, enfin qui nous inspire ou qui nous ressemble? Je peux commencer si tu veux. Je vais te laisser commencer et je vais y réfléchir. J'en ai un premier qui me vient. Mais vas-y, je te laisse commencer. C'est peut-être le même du coup, mais moi je pense bien sûr à Lily et Marshall d'How I Met Your Mother. Ah non, clairement pas. Ah ouais, t'es pas d'accord? Non. Alors, ils sont beaucoup plus fusionnels que nous, dans le sens où il me semble qu'il y a un épisode où on les voit s'appeler pour se raconter tout ce qu'ils ont mangé de la journée. Et en même temps, au moment où je dis ça, je me dis ça m'arrive quand même de te raconter le soir ce que j'ai mangé le midi. Oui, mais c'est pas au sens où tu as besoin de connaître tous les détails de ma vie, c'est au sens où j'ai trouvé un super resto et il faut qu'on l'essaye. Oui, ou ne refais pas des pâtes, s'il te plaît, j'en ai déjà mangé ce midi. Par exemple. Encore que, il n'y a jamais trop de pâtes. Mais... Donc Lily et Marshall, pourquoi Lily et Marshall? Parce qu'ils se marrent ensemble, sans arrêt. Leur vie est une fête quand même. Ils se font des blagues l'un à l'autre, ils se chouchoutent l'un l'autre. Enfin, je sais pas, je trouve que... il y a un peu ce côté... Nous aussi, on se marre en fait. Notre quotidien, il est marrant, il est agréable à vivre. On a un humour perso qui ferait probablement rire personne. D'ailleurs, vous nous direz en écoutant ce podcast, qui ferait probablement rire personne d'autre en dehors de nous deux. Mais je sais pas. Voilà. Okay. Pourquoi pas Lily et Marshall, du coup? J'en ai un assez mauvais souvenir. J'ai l'impression d'un Marshall qui est complètement écrasé par Lily dès qu'elle est là. Ah. Mais on donne peut-être cette impression vu de loin aussi. Hein. J'ai du mal à dire. Parce que j'aime bien... Tu parles beaucoup. D'ailleurs, je pense que nos auditeurs et auditrices l'auront remarqué. Je fais les réponses et les questions un peu. Un petit peu. D'ailleurs, j'ai recommencé dîner chez mes grands-parents ce week-end. Je suis désolée. À répondre à ta place. Ok, ouais, du coup, c'est peut-être un peu vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je t'empêche de parler? Non. Non, je pense que t'as tendance à parler beaucoup plus vite et moi j'ai tendance à peut-être un peu plus poser ma réflexion avant de répondre aux gens. Le calme. Ce qui fait que tu sautes un peu plus souvent à la réponse. Et de l'extérieur, oui, effectivement, on donne peut-être cette impression, ou alors c'est la façon dont c'est montré dans la série et où le Marshall avec Lily n'est pas montré de la même façon que le Marshall avec Ted. Intéressant, ouais, c'est vrai. Ça ouvre tout un pan de réflexion de est-ce qu'on est des personnes différentes l'un avec l'autre et avec les forcément. autres? Je sais pas. Parce que, alors justement, moi ça me faisait, avant d'être en couple, mais bon, genre quand j'étais adolescente, avant d'être en couple avec toi, ça me faisait peur, en fait, ce côté, oui, mais quand t'es dans une relation, bon, il faut garder un peu de mystère avec son copain, puis tu peux pas tout dire, tu peux pas être comme t'es, machin. Enfin, il y avait un peu ce discours-là, en tout cas. Non, je l'entendais pas du tout dans ce sens-là. Ouais, mais du coup, vraiment, moi, ça m'a rassurée parce que je suis avec toi, genre, comme je suis dans la vie avec les autres, je suis peut-être même plus moi-même avec toi qu'avec les autres personnes parce que je te fais plus confiance, on se connaît mieux, on peut se montrer vulnérable, on n'a pas de barrière, enfin, je sais pas. Pourquoi tu penses qu'on est différents à l'extérieur? Est-ce que tu penses que tu es la même quand je suis là et quand je suis pas là? Je pense que je suis plus effacée quand t'es pas là. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Tu me donnes de la confiance, en fait, quand t'es là. Il doit y avoir un truc comme ça. J'ai pas l'impression d'être différent, en fait, quand t'es là ou quand t'es pas là. Ok. Mais j'ai l'impression d'avoir plus de place quand t'es pas là. En fait, c'est quelque part, ça dépend en fait vraiment de l'environnement et avec qui on est. Mais typiquement, tu vois, quand on est dans ta famille, les gens ont l'habitude que tu prennes beaucoup d'espace et que tu répondes. Et en général, ça surprend personne que tu répondes à ma place. Bon, c'est comme ça, c'est instauré. Par contre, quand on est avec des amis,
tu le fais beaucoup moins. Ok. Ouais, je pense que dans ma famille, j'ai l'habitude d'avoir le focus. Avec des amis, je le fais moins ? Oui. Ok. Écoute, ça me donne à penser. Je vais essayer de faire attention quand on est avec ma famille, à te laisser de l'espace. Mais c'est peut-être aussi une histoire, je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question, donc c'est peut-être pas intéressant, mais quand on est dans ma famille, est-ce que tu as l'impression que ça s'inverse ? Non. Tu prends aussi beaucoup de place ? Non. Tu as cette impression aussi ? J'en prends moins que quand je suis avec ma famille, c'est sûr, parce que je suis plus timide, même si ça fait 10 ans que je les connais. Parce que pour le coup, je suis plus en retrait. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus en retrait quand tu es chez moi que quand tu es chez toi. Ouais, je pense aussi. Ok. Donc ça revient à la discussion sur la confiance en soi. Ouais, peut-être. Et sur effectivement, peut-être une certaine habitude de ma part d'être un peu au centre des discussions dans ma famille, et donc de vouloir continuer à l'être et pas forcément me décentrer pour te laisser prendre ta place dans le cercle familial. Très intéressant. On en reparlera. To be continued. Ok. Est-ce que du coup il y avait un autre couple que Lee et Marshall ? Tu disais que tu avais une idée toi tout à l'heure. Je vais être très cliché, mais je vais citer mes grands-parents qui sont ensemble depuis 50 ans et qui sont pour moi un exemple de couple qui se soutient, qui sont passés par pas mal de galères et qui sont encore très complices et qui moi je pense m'a servi de modèle en grandissant en tant que membre d'un couple. Ouais, c'est un bon modèle, je suis d'accord. Il donne vraiment cet exemple on en a déjà pas mal parlé, on n'a pas réemployé ce terme-là pendant le podcast, mais on en a parlé pendant le mariage, c'est l'idée de faire une équipe. Donc on est des joueurs différents avec des compétences différentes qu'on amène dans une même équipe au service d'un même but. Et c'est vraiment ce truc-là, il faut que la maison tourne, il faut que la famille se porte bien. Chacun va y contribuer différemment, mais on sent que c'est un objectif qui est partagé par les deux. Et que c'est pas un des deux qui tire l'autre dans la direction de cet objectif-là. C'est une très belle image. Et je pense qu'on peut conclure là-dessus et dire qu'on aimerait bien, que j'aimerais beaucoup inviter tes grands-parents dans le podcast pour un prochain épisode. Je leur en parlerai. Si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus. Super. Bon, merci beaucoup, Tad, d'avoir accepté de faire de cet épisode et de te livrer au micro. Je sais que c'était pas forcément un exercice facile pour toi. Merci Clem, j'espère que j'ai pas trop bafouillé et qu'on m'a compris. C'était très clair. Je suis sûre que tout le monde a compris ce que tu voulais dire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, posez-nous des questions sur Instagram, sur Rocky, dans le forum sous l'épisode, et on sera heureux d'y répondre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle vie, et à toi d'abord en premier. Et plein d'amour. Et surtout, beaucoup d'amour. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit SALUT et Rockymag ROCKIEMAG. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!